Lamonte Young était le meilleur contact pour la drogue à New York. Il avait les meilleures drogues, les meilleures, de grosses pilules d'acide géniales, de l'opium et aussi de l'herbe. Quand tu passais chez Lamonte et Marianne, tu étais parti pour rester 7 heures au minimum, et plus probablement 2 ou 3 jours au bout du compte. On se serait cru en Turquie. Dans cet appart, tout était à même le sol. Il y avait des perles partout, du hashish extra et des zonards qui venaient pour acheter, et la musique incessante, du drone. Le truc de la montée, c'était de faire une performance qui dure pendant des jours, en enrôlant tout le monde pour le drone. Le drone, ça consiste à garder la même note le plus longtemps possible. Les gens passaient juste comme ça, et ils se retrouvaient à participer. C'est à cette époque que John Cale traînait là-bas. Alors on en apprend des choses sur ce père de la musique minimale et drone, et ce grand monsieur de la musique contemporaine, Lamonte Young, dans un livre qui s'intitule Please Kill Me. Je vais revenir exactement sur leurs auteurs et ce que ce livre raconte. C'est Billy Name qui dit ces belles choses sur Lamonte Young que je viens de vous lire. Alors ça se passe pour cette partie-là en 1965, on est à New York et évidemment c'est toute cette scène qui gravite autour de Lamonte Young, de Andy Warhol, de la Factory et qui vont fonder le Velvet Underground. Tous ces gens qui vont construire l'histoire de la musique, eh bien ils sont dans l'introduction, dans le prologue du livre Please Kill Me, l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs, un livre co-signé de Legs McNeil et Gillian McCain, livre publié aux éditions Alia en français, avec une très bonne et belle traduction par Héloïse Esquier. Et les éditions Alia se sont chargées d'une première édition en 2006 qui a été révisée en 2016, mais le livre, lui, a été écrit au début des années 90. À l'époque, les deux auteurs, qui eux-mêmes ont été acteurs du punk, ont rencontré beaucoup de gens qui ont gravi les différentes marches et les différents podiums du punk et de sa déchéance, de son histoire, de ses merveilles et de ses écrasements. Beaucoup étaient déjà morts à cette époque-là, mais beaucoup étaient toujours vivants et beaucoup sont morts depuis. Et donc cette histoire du punk, elle est fascinante. Alors je suis en train de le lire, c'est un très beau cadeau de Noël que m'a glissé sous le sapin Olivier Josso-Hamel. Et un livre d'entretien, un livre sur la musique, finalement des choses que je lis assez peu. Je ne lis pas tant que ça de livres sur la musique, malgré mon métier, malgré normalement l'envie d'en apprendre toujours un peu plus sur la musique. Mais très souvent, je suis déçu par l'écriture autour de la musique, par le manque de littérature éventuellement, ou par l'aspect anecdotique de certaines choses, et puis à lire peut-être trop facilement des livres sur des éléments déjà connus, eh bien on peut se lasser un peu de la redite de choses entendues ou vues ou déjà lues ça ou là dans des magazines. C'est pas du tout le cas de ce livre. Alors pourtant un livre en montage alterné d'entretien qui pourrait être un peu rébarbatif et qui en fait fonctionne extrêmement bien dans les points et les contrepoints, les manières de se contredire parfois qu'ont les différents acteurs des moments en racontant leurs souvenirs quelques décennies après. J'en suis pour l'heure toujours au début finalement et pas encore exactement dans ce qu'on a appelé le punk mais plutôt encore à ses prémices. J'en suis à la première partie. Je viens d'entrer dans la deuxième partie qui documente les années 71 à 74. Alors on est principalement à New York et aux États-Unis en tout cas, notamment sur la côte Est, beaucoup au début des années 70 et avant ça sur la fin des années 60. Donc on a d'abord tout ce prologue avec le Velvet, la Factory, l'équipe d'Andy Warhol, et puis Détroit, ville extrêmement importante par son histoire industrielle et par le son qu'elle a généré. Le MC5 et les Stooges, c'est une première partie que je viens d'achever, qui est vraiment passionnante. Tous les acteurs encore vivants, en tout cas, racontent cette histoire. Cette première partie s'intitule, comme le morceau très célèbre des Stooges, I Wanna Be Your Dog, et documente les années 67 à 71. Ensuite, dans la deuxième partie, on va passer plus du côté des New York Dolls, avec cette deuxième partie baptisée les Lipstick Killers. Mais il y aura aussi un peu d'Angleterre, évidemment, qui arrivera au fur et à mesure du livre. J'ai essayé de ne pas trop jeter mon regard en aval dans le livre, pour me laisser la surprise de ce qui arrive, mais c'est vraiment des témoignages à la fois fascinants, passionnants, étonnants, drôles très souvent, et en même temps réellement dingues et assez abjects. Dans l'histoire des MC5 et des Stooges notamment, mais même avant dans celle du Velvet, il y a vraiment beaucoup d'histoires de branleurs un peu misérables qui essayent juste d'exister par un ego un peu surdimensionné
à coups de drogue aussi, et avec une perte de repères absolument totale. Parfois, de la politique intervient, mais pas toujours. Alors il y a des personnages vraiment étonnants, comme Danny Fields par exemple. Danny Fields qui était un garçon qui travaillait pour le label Elektra et qui était chargé plus ou moins d'être dénicheur de terrain. En gros, ça consistait à faire du gonzo avant l'heure, c'est-à-dire s'acoquiner avec toute la pègre musicienne de différents endroits et traîner avec eux, prendre un maximum de drogue dans leur compagnie, et puis essayer de voir ce qu'ils valaient sur scène avant de les remonter au patron d'Electra qui généralement les signait, car il avait grande confiance en Danny Fields, en tout cas dans la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, où il va finalement se faire virer à cause de différents excès, et notamment les excès des Stooges et d'Iggy Pop qui, en pleine explosion, sont vraiment tout à fait cramés et tout à fait saisissants. C'est vraiment une histoire chouette à relire et à lire et à comprendre en ayant dans l'oreille les différentes musiques de ces gens-là. Comme je le disais, j'aborde juste la deuxième partie, mais il y en a 5 plus un épilogue, et il y avait également un prologue avec le Velvet Underground, donc on va couvrir comme ça différentes décennies jusqu'en 1992, date de la rédaction finalement de la première mouture de ce livre, Please Kill Me, donc de Lex McNeil et Gillian McCain, et ce qui donne en tout quelque chose comme 630 pages de documents très forts, avec différents personnages qui sont relatés, repris dans le livre, de la musique évidemment, mais aussi tous les gens qui gravitent autour, les gens des labels, les managers, les patrons de clubs de musique, etc. Alors, encore une ou deux petites citations plutôt réjouissantes et qui racontent assez bien finalement ce qui se passait, quelque chose autour des Stooges. Danny Fields justement d'Electra qui se déplace pour la première fois donc en 1968 à Détroit pour aller voir le MC5, qui lui ont conseillé aussi de venir voir les Stooges qui sont leurs petits protégés. Évidemment, les MC5 ont rempli le Grande Day Ballroom le soir où je suis allé les voir. Ils s'étaient sapés, ils portaient tous du satin et ils tournoyaient sur eux-mêmes à une vitesse impressionnante. C'était un super concert, mais ils ne faisaient pas exploser les barrières du rock'n'roll. Ça ne me dérangeait pas, c'était de l'excellent rock'n'roll sur une base de blues. L'énergie était géniale. Et Wayne Kramer, qui était très malin, a dû se douter de quelque chose, car le lendemain il m'a dit « Si ça t'a plu, tu vas vraiment adorer notre groupe de petits protégés, Iggy and the Stooges. » Je crois qu'il avait saisi quelque chose intuitivement de mes propres goûts musicaux. Du coup, le dimanche après-midi, je suis allé voir Iggy and the Stooges au foyer des étudiants sur le campus de l'Université du Michigan. C'était le 22 septembre 1968. Impossible de minimiser ce que j'ai vu sur scène. Je n'avais jamais vu quelqu'un danser ou bouger comme Iggy. Je n'avais jamais vu une telle énergie atomique émaner de quelqu'un. Il était possédé par la musique comme seuls les vrais danseurs le sont. C'était la musique que j'avais attendue toute ma vie. Et puis pour achever cette chronique jolie autour de Please Kill Me, l'histoire non censurée, et c'est vrai, du punk raconté par ses acteurs, eh bien l'ouverture du chapitre 8, Funhouse, du titre du deuxième album des Stooges, c'est Scott Ashton, le déjanté batteur du groupe, qui dit « Après le premier album, on n'a pas obtenu tellement de reconnaissance immédiate, et les ventes n'étaient pas terribles, mais on avait un contrat pour 3 albums, et Elektra a décidé que nous allions enregistrer le deuxième album dans leur studio à LA. Alors c'est ce qu'on a fait. Sur Funhouse, notre deuxième album, on a essayé de se rapprocher davantage du son du groupe original, d'avant le premier album, plutôt apparenté à une jam session à la forme libre, et on a ajouté Steve McKay au saxophone. C'était pratiquement un disque live en studio. Le Peace and Love n'y avait pas grande part. Au fond, c'était pas tellement notre truc de donner du plaisir aux gens. Ce qui nous intéressait, c'était plus ce qui se passait réellement, comment la dèche est assommante et comment on nous traite vraiment. Dirt représente parfaitement notre attitude d'alors, tu vois. Laisse tomber toutes ces conneries, on est de la vermine et on s'en fout. Alors évidemment, pour illustrer ce livre, Please Kill Me, et cette chronique jolie, eh bien on écoute Dirt, extrait de Funhouse, qui est un de mes morceaux favoris de tous les temps. Legs McKail et Gillian McCain sont les auteurs de ce Please Kill Me, publié en français aux éditions Alia.